Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le ministre, Excellences, distingués invités, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur le chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, honorable assistance, bienvenue à l'ouverture de la session plénière solennelle 2019 de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et comme à l'accoutumée, nous commençons cette séance d'ouverture par l'élection du nouveau directeur des séances qui dirigera les travaux de notre Académie pour l'année 2019. Donc, je donne la parole au professeur Mousmina Chancelier pour proposer. Monsieur le directeur des sciences, Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le ministre, c'est Fassi Ferry, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, honorables invités. J'aimerais, au nom de l'ensemble des membres de notre Académie, remercier chaleureusement notre collègue Abdelilah Ben Youssef, qui a dirigé nos travaux durant l'année écoulée avec abnégation, avec brio et avec tact et dévouement. Je vous demande à tous de l'applaudir et de le remercier avant de lui céder la parole pour qu'on puisse élire un nouveau directeur des séances. Monsieur le directeur. Je propose professeur Mohamed Berrian comme directeur des séances. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le secrétaire perpétuel de notre Académie, chers collègues académiciens, je voudrais tout d'abord vous remercier beaucoup pour votre confiance, pour cette tâche qui est une lourde tâche, mais en même temps, c'est un honneur pour moi. Je vais essayer de l'assumer en comptant beaucoup sur vous parce que vous savez que l'un de nos grands problèmes, c'est la gestion du temps. Et j'espère que je pourrai arriver à gérer ce temps-là, mais avec votre aide, bien sûr. Je donne la parole à Monsieur le secrétaire perpétuel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le chef du gouvernement, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, comme stipulé par le Daïr portant loi créant l'Académie Hassan II des sciences et techniques, nous tenons chaque année, à pareille époque, une session plénière solennelle où se retrouvent, aux côtés des membres de l'Académie, membres associés,
membres résidents et membres correspondants, des personnalités scientifiques invitées représentant l'élite scientifique mondiale et la communauté scientifique nationale. Cet après-midi, nous sommes particulièrement honorés de la présence parmi nous à l'occasion de l'ouverture de cette session de personnalités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Bienvenue et merci à Monsieur le chef du gouvernement, professeur Saad-Eddine Al-Othmani. Bienvenue et merci à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Saïd Hamzazi. Bienvenue à messieurs les ministres, bienvenue à toutes les éminentes personnalités qui nous honorent de leur présence. Honorable assistance, avec la haute approbation de son protecteur, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le protège, l'Académie Hassan II des sciences et techniques tient sa session plénière solennelle 2019 sur le thème scientifique général, ingénierie et médecine au service du diagnostic, de la prévention et de la thérapie. Je voudrais, au nom de tous les membres de l'Académie, exprimer notre profonde reconnaissance et nos remerciements déférents à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le garde, pour sa sollicitude attentive et ses précieux encouragements. À l'occasion de cette session plénière solennelle, notre Académie a également l'honneur et le plaisir d'accueillir d'illustres nouveaux membres, suite à l'agrément donné par son tuteur, Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour leur nomination en son sein. Pour les nouveaux membres associés, nous accueillons 2 collègues issus de notre continent, l'Afrique. Professeur Mohamed Hassan, du Soudan. Lauréat de l'Université d'Oxford, PhD en mathématiques, doyen de l'École des sciences mathématiques de l'Université de Khartoum, ancien président du réseau mondial des académies des sciences, l'Interacademy Partnership. Professeur Robin Crow, professeur d'Afrique du Sud, lauréat de l'Université natale d'Afrique du Sud et de l'Université de Géorgie, USA, professeur de zoologie et ancien président du réseau NASAC des Académies africaines des sciences. Comme nouveau membre résident, nous accueillons notre collègue, professeur Abdeslam Khamlichi. C'est Abdeslam. Membre correspondant de l'Académie, professeur de neurochirurgie, président honoraire de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. Enfin, sont nommés 3 nouveaux membres correspondants, professeur Omar Al-Fallah, mathématicien, professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, titulaire en 2016 du prestigieux prix AMMSI Philip Griffiths Prize, délivré par l'Institut d'études avancées de Princeton. Professeur Lella Abtissam Drissi, physicienne, professeur à l'Université Mohammed V de Rabat. Professeur Zohor Sarah Abou Salem, géologue. Professeur à l'Université de Münster en Allemagne, où elle a entamé sa formation supérieure
et qui a entamé sa formation supérieure à l'université Ibn Zor d'Agadir. Elle a fini en Allemagne, à Berlin. À tous et à toutes, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations pour la confiance royale et leur souhaite la bienvenue au sein de notre compagnie. Au nom de tous les collègues membres de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, j'ai l'honneur de renouveler les sentiments de notre profonde gratitude et de nos remerciements respectueux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue ses bienfaits pour sa bienveillante sollicitude et la protection tutélaire dont il entoure notre institution. Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs, le thème scientifique général de cette session nous rappelle l'importance extrême acquise aujourd'hui, en fait depuis maintenant plus d'un siècle, acquise par la science et la technologie dans les activités humaines. Tout le monde s'accorde pour dire que la recherche-développement et l'innovation, surtout l'innovation technologique, sont les moteurs de la croissance économique, de la production de nouveaux produits, des soins de santé, de la protection de l'environnement, de l'accroissement de l'espérance de vie. En 250 ans, l'espérance de vie a plus que triplé, passant de 25 ans à 80 ans. Du développement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ce sont autant d'exemples et de résultats bénéfiques pour l'humanité, réalisés grâce à la science et aux résultats de la recherche scientifique. Dans un monde où les économies des nations sont de plus en plus fondées sur le savoir et la technologie, le renforcement des capacités nationales dans ces domaines n'est pas un luxe, mais une nécessité qui passe par le développement d'une solide base nationale, scientifique et technologique. La session que nous tenons aujourd'hui est appelée à examiner cette nécessité à travers le champ de la médecine. Comment la science et la technologie peuvent-elles être mobilisées pour le traitement de nos maladies? Le programme de la session a été conçu en se concentrant sur un certain nombre de maladies assez fréquentes au Maroc, notamment les maladies cardiovasculaires, l'orthopédie, les cancers, la neurologie, et l'on se propose d'examiner comment les avancées technologiques et les progrès scientifiques dans différentes disciplines, en sciences physiques, mathématiques, en sciences chimiques, en sciences environnementales, peuvent-elles être mobilisées pour le traitement de ces maladies. On peut aussi partir des grandes avancées scientifiques et technologiques qui ont jalonné l'histoire de l'humanité depuis plus d'un siècle et voir comment elles sont utilisées pour le traitement de telle ou telle maladie et ainsi voir l'utilisation qui en a été faite sur le plan médical. Depuis le microscope optique jusqu'à l'intelligence artificielle et les big data, en passant par les rayons X et la radiothérapie, la diffraction des rayons X et l'analyse du code génétique, l'invention du sonar et l'échographie médicale, les nanosciences et nanotechnologies et la réparation, entre guillemets, aujourd'hui, molécule par molécule, des tissus et organes défaillants, la dualité onde-corpuscule ou particules de la matière et l'invention du microscope électronique, le laser et le développement de la microchirurgie, l'ordinateur et la tomographie numérique, l'imagerie, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique et l'étude du cerveau, etc. Arrêtons-nous quelque peu sur l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle
ouvre comme perspective. L'intelligence artificielle est née dans les années 50-60 avec l'objectif de faire produire des tâches humaines par des machines mimant l'activité du cerveau. Il s'agit de croiser plusieurs techniques simulant les processus cognitifs humains, l'objectif ultime étant d'arriver à une application de l'intelligence artificielle qui soit, entre guillemets, intelligente. Et pour cela, continuer à progresser dans la compréhension du comportement des neurones et de leurs connexions et être en mesure de mimer le cerveau. On est encore loin de cet objectif final. Mais on peut déjà concevoir et réaliser des machines capables d'aider les humains dans leurs tâches. En effet, les applications de l'intelligence artificielle se sont multipliées dans le domaine du transport, dans plusieurs domaines, le transport, le commerce, l'industrie, l'environnement, la finance, la défense, dans tous les domaines de la vie, et notamment dans le domaine de la santé, comme la médecine prédictive, le traitement personnalisé, l'aide à la décision, aussi bien pour le diagnostic que la thérapie, la chirurgie assistée par ordinateur, la prévention, l'augmentation de la puissance des ordinateurs qui sera encore démultipliée avec bientôt la mise au point de l'ordinateur quantique qui utilise les propriétés quantiques de la matière, ainsi que le recours au big data ou encore ce qu'on appelle les données massives, donneront aux médecins des moyens encore plus performants pour des traitements personnalisés. L'intelligence artificielle apparaît au cœur de la médecine du futur. Un tel développement n'est certes pas sans poser des risques éthiques. En effet, une question se pose. Faut-il craindre l'intelligence artificielle et une éventuelle autonomie des machines? L'argument que présente le grand spécialiste français de l'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia, que nous avons écouté l'année dernière avec beaucoup de plaisir à l'occasion de la conférence qu'il a donnée à l'Académie sur Renaissance et promesses actuelles de l'intelligence artificielle, est à mon humble avis, je ne suis pas du domaine, assez convaincant. Selon lui, dans l'évolution de la science, il y a des moments de rupture, des moments de changement de paradigme, et ça, dit-il, une machine ne sait pas faire. Et il donne les exemples de la relativité d'Einstein et celui de la dérive des continents et la tectonique des plaques due à Alfred Wegener. Incontestablement, le thème qui va être traité à l'occasion de cette session promet des conférences et des débats particulièrement intéressants. Notre programme commencera tout à l'heure, au cours de cette séance d'ouverture, avec la conférence du professeur Subra Suresh, président de l'université Nanyang de Singapour, sur études des maladies au carrefour de l'ingénierie, des sciences et de la médecine. Nous l'écouterons avec le plus grand plaisir et nous le remercions d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Honorables invités, chers collègues, je voudrais une nouvelle fois remercier toutes les personnalités qui ont bien voulu répondre à notre invitation et qui nous honorent aujourd'hui de leur présence. À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue. À cette session participent d'éminents scientifiques venant du Maroc et de l'étranger, Singapour, France, Liban, États-Unis d'Amérique, Irlande, Sénégal, Mexique, qui donneront des conférences ou présenteront des communications. Nous les remercions très sincèrement pour leur participation. Je remercie chaleureusement mon ami le professeur Abdeljalil Lhajomri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, et l'ensemble de son personnel,
de cette académie, pour l'aide précieuse qu'il nous apporte, comme à l'accoutumée, dans l'organisation matérielle de cette session. Mes remerciements vont également à tous les membres de l'Académie, aux membres du Conseil d'Académie, de la Commission des travaux, des collèges scientifiques, au personnel administratif pour leur contribution à la préparation de cette session. Souhaitons-lui tout le succès qu'elle mérite et souhaitons à notre Académie d'être à la hauteur de l'objectif qui lui a été fixé par son protecteur, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le garde, servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur Saad-Din Al-Athmani, nous honore par sa présence à l'ouverture de cette session de 2019. Monsieur le chef du gouvernement, permettez-moi de vous donner la parole. Et technique, Monsieur le ministre, chers confrères, mesdames et messieurs, je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous à l'ouverture de cette 14e session plénière de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. C'est un événement capital dont l'intitulé donne déjà la mesure concernant l'importance de créer cette synergie entre les sciences de l'ingénierie et les sciences de la santé. Le programme scientifique aborde plusieurs thèmes qui regroupent autour d'elle des chercheurs d'horizons différents. Je tiens à remercier tous les hommes, femmes et hommes, qui participent aux travaux de cette session. Et il s'agit d'une expérience innovante qui témoigne des progrès qui ont été réalisés dans notre pays en matière de recherche. Je tiens à dire que j'en sais quelque chose dans cette relation entre ingénierie et médecine, parce que je suis moi-même médecin, mais plus que médecin, je suis psychiatre. Et en psychiatrie, l'ingénierie a joué un rôle, les technologies modernes, a joué un rôle important dans le bouleversement des conceptions, des moyens de diagnostic et la prévention et des traitements des maladies psychiatriques. Donc, c'est une occasion sans doute importante pour que notre pays bénéficie de ces avancées des différentes technologies et sciences en matière dans le domaine de la médecine. La médecine et l'ingénierie constituent un ensemble vertueux qui ouvre la voie à l'innovation et au bien de l'homme, de l'humanité, au bien des patients, des malades et de l'homme en général, parce qu'il s'agit aussi des moyens de prévention des maladies. Si la capacité d'innover est un objectif auquel aspire le chercheur, elle doit être le résultat d'une vision claire sur l'évolution de notre système de recherche. Dans beaucoup de domaines, par exemple en matière de maladies cardiovasculaires, les affections neurologiques, les affections psychiatriques, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le cancer, pour ne citer que ces exemples, dans ces domaines, les chercheurs ont connu de
de grandes avancées, tant sur le plan du diagnostic que du traitement, grâce à l'apport de biotechnologie et des sciences de l'ingénierie. De même, les sciences humaines, économiques et sociales ne sont pas en reste, car leur potentiel non encore exploité chez nous permettra un saut qualitatif dans le domaine de la sécurité sanitaire et la sécurité environnementale, et en matière d'économie de la santé, en matière de la médecine sociale. Cette alliance qui doit regrouper pratiquement parlant sur le terrain les CHU, les centres hospitaliers universitaires, les universités et les organismes de recherche, aura pour impact de renforcer la transdisciplinarité et de ce fait d'assurer une recherche de qualité au service des patients, du malade et au service de l'humanité. Le thème scientifique général de cette session plénière s'inscrit en droite ligne avec l'émission de l'Académie Hassan II des sciences et des techniques qui veille à la définition des orientations générales de notre système de recherche dans le but de hisser notre pays au rang qui lui sied à l'international. Donc, vos recommandations seront donc les bienvenues et contribueront à instaurer l'efficience dans notre système de recherche essentiellement. Je suis persuadé de la qualité et l'expertise des participants à cette session. Je suis persuadé de la qualité de vos travaux qui seront certainement couronnés de succès. Je tiens à remercier tous les participants à cette session et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef du gouvernement. Avant de passer la parole à l'intervenant suivant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Monsieur Anas Doukhali, ministre de la Santé, qui vient de nous rejoindre. Désolé, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue avant de donner la parole. Voilà, donc en fait, selon le programme, nous avons aussi parmi nous Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur Saïd Hamzazi, vous avez la parole. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Habitat, Monsieur le secrétaire d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur le chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Messieurs les secrétaires généraux, chers académiciens, Messieurs les présidents d'université, directeurs et doyens, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiants, honorable assistance, je suis réellement heureux d'assister à l'inauguration de cette session plénière solennelle 2019 de l'Académie Hassan II des sciences et techniques et particulièrement honoré de m'exprimer aujourd'hui en tant que représentant du gouvernement de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, et en charge de la politique gouvernementale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de cette institution de prestige. Je tiens à ce titre à remercier vivement Monsieur le secrétaire perpétuel, qui me donne ainsi l'occasion de m'adresser à l'élite des scientifiques marocains, ainsi qu'à des scientifiques de renom des pays étrangers. Nous ne pouvons que nous féliciter au Maroc de disposer d'une telle instance
véritable organe national de promotion et d'évaluation des politiques en matière de recherche, qui a toujours œuvré à ériger la science et la recherche scientifique nationale au rang des valeurs nationales et aux standards internationaux. Son éclairage, issu d'un très haut degré d'expertise, nous est en effet précieux lorsqu'il s'agit de définir les orientations à donner à nos stratégies de recherche afin qu'elles puissent impacter favorablement le développement économique et social de notre pays, ainsi que dans le cadre de la définition des grands axes prioritaires de la recherche à cibler. C'est encore grâce à l'Académie Hassan II des sciences et techniques que notre communauté scientifique peut, à travers une communication dynamique et efficiente, s'arrimer à l'élite scientifique mondiale, notamment à travers les nombreuses rencontres et conférences de grande qualité qui ont vu s'exprimer en ces lieux les plus grandes figures scientifiques dans le monde. Je tiens également à féliciter les organisateurs de cette 14e édition pour le choix de cette thématique, de l'ingénierie et médecine au service du diagnostic et de la prévention et de la thérapie, qui s'inscrit parfaitement dans les nouvelles exigences de notre époque, caractérisées par l'omniprésence technologique. J'ai d'autant plus de plaisir à être parmi vous que je me sens justement concerné par cette thématique, étant moi-même issu de ce monde de la recherche biomédicale, un domaine au sein duquel j'ai évolué durant de nombreuses années et qui a forgé ma vocation. Et vous savez ce que l'on dit de la vocation? Toute vocation commence par l'admiration. C'est pourquoi je me réjouis de me retrouver ici, parmi nombre de mes anciens professeurs et autres scientifiques qui m'ont beaucoup appris, inspiré et inculqué la passion de la recherche. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons tous pris conscience, en tant que scientifiques, que le cloisonnement des disciplines et l'hyperspécialisation qui président à la recherche scientifique depuis plusieurs décennies ne permettent plus de saisir les réalités du monde actuel et les défis qui en découlent, lesquels nécessitent, eu égard à leur degré de complexité, d'être appréhendés sous les angles à la fois de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité et de la transdisciplinarité, autrement dit, via une approche résolument holistique. Interaction et rétroaction entre sciences et techniques, sciences humaines, politiques et économie doivent désormais présider à l'élaboration de tous les projets de développement. D'où un besoin crucial de renforcer les compétences de notre corps scientifique et de lui inculquer, dès l'étape de sa formation, cette culture de l'interdisciplinarité. Et la médecine, en particulier, est un parfait exemple de ce que peut apporter cette ouverture sur les autres disciplines. Elle se nourrit notamment des innovations des nanotechnologies, du nucléaire, de l'informatique et d'autres disciplines. Elle s'adapte sans complexe à l'ère du big data et des biotechnologies pour déchiffrer et décoder les pathologies grâce aux innombrables et providentiels outils que les progrès de la technologie mettent à sa disposition. Et les bénéfices pour les patients sont immenses. C'est à ce croisement très fécond de la médecine avec les sciences de l'ingénieur et les sciences de la vie que nous devons une multitude d'innovations médicales révolutionnaires. Monsieur le secrétaire perpétuel, on a cité un certain nombre d'entre elles, allant de l'IRM, haute résolution, aux robots chirurgicaux, en passant par la bioimpression 3D. Aujourd'hui, il est devenu possible de cibler
des cellules cancéreuses avec des nanoparticules, de contrôler des exoprothèses par la pensée ou de fabriquer un pancréas bioartificiel mêlant cellules vivantes aux matériaux divers. Et l'ingénierie génétique n'est pas en reste en matière de promesses d'innovation médicale. Depuis la mise au point de la révolutionnaire technique de CRISPR-Cas9, qualifiée à juste titre de bistouri génétique, il devient possible de rééditer le génome à notre convenance, une innovation dont les potentialités ont véritablement de quoi donner le vertige. Cependant, même les promesses de la génétique nous paraissent dépassées, comparées à celles que nous réserve désormais l'épigénétique. Le fait que cette discipline en plein essor ait démontré que notre destin biologique est déterminé à seulement 30% par nos gènes et 70% par notre environnement, nous ouvre la voie à une nouvelle voie thérapeutique dont on ne soupçonnait même pas l'existence il y a quelques années. L'épigénétique pourrait nous permettre d'échapper partiellement à une certaine fatalité génétique. Je vous laisse imaginer les incroyables perspectives que cela nous ouvrirait. Toutefois, à la vitesse à laquelle les innovations s'enchaînent, dans un monde dominé par une compétitivité farouche, il faut bien reconnaître que nous autres scientifiques sommes dépassés et n'avons plus le temps de nous interroger sur le bien fondé et les retombées de certaines technologies. Les nouvelles techniques de procréation humaine ont totalement bouleversé la notion de parentalité et de filiation. La brevetabilité des gènes creuse davantage la fracture entre le Nord et le Sud, entre riches et pauvres. Et en Chine, les 2 premiers bébés OGM humains seraient déjà nés, reléguant aux oubliettes la pléthore de textes bioéthiques internationaux interdisant la modification des lignées germinales chez l'homme, ce qui a valu une condamnation sans appel du chercheur à l'origine de cette expérience par la communauté scientifique mondiale, alarmée par cette prouesse biotechnologique réalisée au mépris de toute considération éthique. Voilà pourquoi l'évolution de la médecine et des sciences de la vie ne saurait faire l'impasse sur les sciences humaines, et M. le chef de gouvernement l'a dit à juste titre. Et je pense notamment au droit, à la philosophie, car aujourd'hui, plus aucun pays ne peut faire l'économie de lois de bioéthique, censées encadrer toutes les dérives liées au progrès technologique. Un chantier que le Maroc devrait investir au plus tôt. Mesdames et messieurs, il va de soi qu'au regard de la vitesse à laquelle la technologie médicale évolue, les formations médicales, telles que dispensées actuellement, peuvent, dans certaines disciplines, très rapidement devenir obsolètes. D'autant plus que les praticiens se trouvent constamment acculés à intégrer les nouvelles approches, les nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques. Il est donc de notre devoir, nous autres décideurs, de nous interroger sur l'avenir de nos formations médicales au sein de nos facultés, lesquelles déterminent directement et forcément la qualité de l'offre de soins dans notre pays. La récente réforme LMD des études médicales, qui avait porté sur les 2 premiers cycles, en y renforçant notamment l'enseignement des sciences sociales, devra désormais s'atteler à renforcer, au niveau du 3e cycle, la voie scientifique pour les étudiants en médecine, en reconsidérant notamment la place du doctorat scientifique qui doit incarner la voie royale pour la médecine académique. Car c'est au niveau de la médecine universitaire que la recherche biomédicale s'effectue et que les innovations biomédicales peuvent éclore. De même que les facultés de médecine et les CHU doivent œuvrer à créer de véritables centres interdisciplinaires de recherche translationnelle et clinique, au sein desquels le transfert de technologies entre les sciences biomédicales et la recherche clinique peut directement avoir des applications concrètes
au bénéfice des patients. J'en veux pour exemple cet édifiant système de détection des cancers du sein qui a émané d'un laboratoire de recherche de l'école Mohammedia d'ingénieurs et qui a remporté le premier prix du concours Innovation africaine en 2017. Cette technique récemment brevetée est réellement très prometteuse en matière de dépistage de cancer du sein puisqu'elle permet de détecter des tumeurs inframillimétriques, ce que la mammographie n'arrive pas à faire. Qui plus est, ce système utilise l'imagerie micro-ondes, qui ne présente aucun risque d'irradiation pour les patientes. Et enfin, il pourrait démocratiser le dépistage du cancer du sein au milieu rural du fait de sa taille réduite et de sa simplicité d'utilisation qui le rendent très facilement transportable. Cette innovation, vous en conviendrez tous, illustre tout l'intérêt que nous aurions à encourager la création, la multiplication de véritables consortia de recherche unissant médecins et ingénieurs autour d'une même thématique avec un objectif d'innovation à la clé. D'ailleurs, dans de nombreux pays, des facultés de médecine sont de plus en plus intégrées à des grands pôles universitaires, technologiques, car, qu'on le veuille ou non, la médecine de demain sera d'abord technologique. Et comme le disait à juste titre Monsieur le secrétaire perpétuel, nous sommes tous conscients de l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans notre monde actuel. La médecine ne fait pas exception à cela. Et conscient des enjeux de l'intelligence artificielle, notre ministère lance dans les prochains jours un appel à projet de 50 millions de dirhams avec le concours du ministère de l'Industrie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et j'invite Monsieur le ministre de la Santé à en faire autant avec la contribution de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, car il faut bien le reconnaître, notre pays a encore beaucoup de chemin à faire en intelligence artificielle, alors que celle-ci a déjà largement surpassé l'homme dans les sociétés occidentales, notamment dans le domaine médical. Mesdames et messieurs, vous en conviendrez tous que notre stratégie nationale de recherche ne saurait se résumer à l'action d'un seul ministère. En fait, pour impliquer tous les départements concernés, nous disposons aujourd'hui d'une instance qu'il faudrait de toute urgence réactiver. Je profite d'ailleurs de la présence de Monsieur le chef de gouvernement pour lancer un appel en ce sens. Il est plus qu'urgent que notre comité interministériel de la recherche et de l'innovation, fort de ces 19 départements ministériels qui le composent, puisse se réunir et élaborer une véritable stratégie. Élaborer une véritable stratégie pour la recherche nationale, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de sa gouvernance et son financement, car je vous le rappelle, nous sommes toujours en dessous de 1% du PIB consacré à la R&D. Une faille que l'OCDE et la Banque mondiale pointent régulièrement du doigt comme étant une entrave à nos ambitions de croissance. La même instance serait tout à fait désignée pour élaborer une véritable feuille de route destinée à notre diaspora scientifique marocaine dont l'excellence est reconnue à l'échelle mondiale. Il va de soi que celle-ci constitue une très précieuse plus-value pour la recherche scientifique marocaine et je ne doute pas que notre diaspora n'hésiterait pas à nous faire profiter de sa précieuse expertise pour peu que nous mettions en place des actions concrètes d'incitation et d'encouragement et un environnement propice à développer cette contribution. C'est d'ailleurs là une stratégie d'autant plus urgente à développer et qui prend tout son sens à l'heure où notre pays vit une inquiétante fuite de sa matière grise, notamment des médecins et des ingénieurs, qui ne seraient d'ailleurs pas autant appréciés à l'étranger s'ils n'avaient pas bénéficié d'une formation de qualité chez eux.
Mesdames et messieurs, je souhaite dans mon propos d'aujourd'hui aborder brièvement une autre question, notamment celle relative à la formation des médecins au Maroc, telle qu'elle est dispensée aujourd'hui chez nous. Notre pays manque de médecins. C'est un fait avéré. Il fait partie des 57 pays du monde identifiés par l'OMS comme présentant une offre médicale insuffisante. Avec seulement 7 médecins pour 10 000 habitants, quand l'OMS préconise un minimum de 23 médecins pour 10 000 habitants. Notre pays est derrière ses voisins algériens, 10 médecins pour 10 000, et tunisiens qui disposent de 12 médecins pour 10 000. Dans ce cas, me direz-vous, pourquoi ne pas augmenter tout simplement le nombre d'étudiants dans les facultés de médecine? Pourquoi nos universités ne forment-elles pas plus de 2000 médecins par an? La réponse est évidente. Parce qu'on ne forme pas un médecin dans un amphithéâtre. C'est une réalité qui a pris toute son ampleur lorsque le Maroc s'était doté en 2007 d'une stratégie de formation de 3300 médecins par an à l'horizon 2020. Un objectif que nous sommes encore loin d'atteindre, malgré la création des facultés de médecine de Tanger et d'Agadir, celle de Lyon qui étant en construction et celle de Ben Slimane qui est à l'étude. Car malheureusement, les bassins de stage qui devaient accueillir ces étudiants au-delà de leurs 2 premières années de médecine, notamment les CHU, faisaient défaut. Fort heureusement, cette contrainte sera bientôt dépassée par le ministère de la Santé, sachant que 3 nouveaux CHU sont en cours de construction et qu'une stratégie nationale émanant du ministère de la Santé ambitionne de doter chaque région de son propre CHU. Mesdames et messieurs, notre pays, à l'image de tous les pays du monde, va être de plus en plus confronté à de nombreux défis. Des défis technologiques, car les sociétés de demain seront inéluctablement celles de la connaissance et de la technologie. Ce qui est véritablement alarmant, c'est que dans un tel contexte, nous voyons nos étudiants se détourner de plus en plus des filières scientifiques qui n'accueillent plus qu'actuellement 12% des étudiants à l'université. Comme vous le savez, les étudiants marocains sont depuis plusieurs décennies victimes d'une véritable fracture linguistique qui les pénalise très lourdement lorsqu'ils optent pour des études universitaires scientifiques. La différence de la langue véhiculaire entre le secondaire et le supérieur fait que 30% de nos bacheliers scientifiques tournent le dos à leur vocation scientifique et vont s'inscrire dans des filières sciences humaines dispensées en arabe comme le droit. Alors de quelle relève scientifique parle-t-on en matière de défis technologiques à relever par notre pays? Voilà pourquoi, en attendant que la loi cadre de l'éducation nous permette de restaurer définitivement une cohérence linguistique dans notre système d'enseignement des matières scientifiques depuis le primaire, nous ne pouvons faire autrement que de veiller à combler, à remédier, à dispenser à ces générations actuelles d'étudiants un renforcement linguistique en français, bien sûr, mais aussi en anglais. Je serais tenté de dire que le choix de l'anglais se justifie amplement par le fait que c'est la langue de la science par excellence, puisque 95% des publications scientifiques dans le monde sont en anglais. C'est un processus dans lequel nous nous sommes résolument inscrits, mais qui prendra encore du temps, bien évidemment, puisque tributaire de la maîtrise de cette langue par nos enseignants. Mais en réalité, et vous conviendrez avec moi finalement, que la véritable langue de demain, la véritable langue de l'avenir, ce n'est ni le français, ni l'anglais, mais c'est la langue de l'informatique, le coding. D'ici peu, nous vivrons dans un monde d'algorithmes. Nous vivons, si nous ne maîtrisons pas le langage informatique, on ne pourra plus jouer aucun rôle dans nos sociétés de demain, où l'intelligence artificielle régnera en maître absolu. Je tiens à rendre hommage
au passage à cette formidable action et initiative de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, intitulée « Les jeunes et la science au service du développement », qu'elle organise avec le concours de notre ministère et des AREF. Celle-ci donne l'opportunité à nos élèves des différentes régions les plus reculées de découvrir l'univers scientifique à travers des conférences, des ateliers, des films et des compétitions. C'est là une action précieuse et louable pour notre jeunesse qui gagnerait à être développée davantage et surtout pérennisée, puisqu'elle contribue sans aucun doute à redonner à nos jeunes le goût de la science et à forger leur orientation scientifique. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais dire que nous vivons actuellement une période de grande incertitude, où le changement, sur tous les plans, connaît une vitesse jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. Nous ne savons pas ce que seront 80% des métiers d'ici 2050. Nous ne savons pas ce que sera la place de l'homme quand les machines l'auront peu à peu remplacé. Nous sommes conscients que ce que nous enseignons aujourd'hui sera complètement dépassé demain. Quel visage aura l'école de demain? Que devons-nous donc apprendre à nos enfants? Notre nouveau challenge est désormais de pouvoir répondre à cette question. La voie de l'avenir s'incarne sans aucun doute dans les skills de l'avenir, que l'on peut résumer en une phrase. Réussir, c'est désormais apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet important cadrage. Et tout en m'excusant auprès de Monsieur le ministre de la Santé, je lui donne la parole parce que tout à l'heure, il y avait un petit cafouillage. Il n'y a pas de souci. Merci, Monsieur le Président de cérémonie ou de séance, Monsieur le chef de gouvernement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers professeurs, chère assistance. Il n'était pas prévu que je fasse un tour ici. Malheureusement, mon agenda ne le permettait pas, mais un dernier, je dirais, changement fait que je suis avec vous. Et donc, sans avoir préparé un mot, je voudrais juste livrer quelques impressions. Et d'ailleurs, je ne saurais dire plus que ce qu'a dit Monsieur le chef de gouvernement, étant médecin, et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale étant chercheur en recherche biomédicale. Moi aussi, et je vois pas mal d'enseignants qui ont accompagné mon parcours scientifique en tant qu'enseignant en chimie, éthique, mais aujourd'hui, je voudrais juste livrer quelques impressions en tant que ministre de la Santé, puisque on ne parle pas de santé aujourd'hui, on parle de médecine. Donc l'ingénierie appliquée à la médecine, mais il est vrai que la question de la recherche dans ce secteur est importante, d'autant plus que c'est un secteur qui va occuper demain le haut du peloton, je dirais, de l'économie. C'est le premier secteur économique de demain et qui sera le secteur de la santé. Et donc, si nous voudrions accompagner le changement, s'inscrire dans cette chaîne de valeur mondiale, parce que c'est un secteur qui sera également, qui est fortement touché par la mondialisation. Il faudrait, à l'instar de l'automobile, de l'aéronautique et d'autres secteurs, qu'on puisse s'investir davantage. Oui, nous avons créé un écosystème en industrie pharmaceutique qui encourage la recherche biomédicale, qui encourage les biosimilaires, donc qui encourage la biotechnologie dans la fabrication des médicaments, qui encourage les essais cliniques, comme je dis. Mais cela n'est pas suffisant si on n'implique pas davantage l'enseignement et la recherche. Je me réjouis des mots que j'ai entendus de mon ami Hamzazi, puisque nous devrions nous atteler, mais fortement, à travailler ensemble pour
pour préparer le médecin de demain et la médecine de demain. Nous avons peu de médecins, et quand on a peu de médecins, on aura peu également de production en matière de recherche médicale. Même si les intervenants ne sont pas que des médecins, bien entendu, nous aurons également peu de chances de répondre de manière correcte aux besoins de notre système de santé, aux besoins du citoyen. Nous sommes dans un pays qui a érigé la question de la santé en un droit, l'article 31 de la nouvelle Constitution. Sa Majesté n'a cessé de donner des souffles à ce système. En 2005, l'assurance maladie obligatoire. En 2012, l'assistance médicale pour les personnes pauvres et vulnérables. Et puis, en 2018, en demandant à ce qu'il y ait une révision en profondeur de notre système de santé afin de répondre d'abord à la demande qui est formulée par les citoyens, avoir une offre de soins de qualité pour tous et partout. Et ça, ce n'est pas encore le cas chez nous. Et en lien avec la question de l'ingénierie et les nouvelles technologies appliquées à la médecine, je pense qu'il y a... j'ai deux impressions. La première impression, c'est que les nouvelles technologies et l'ingénierie, c'est vrai, permettent de développer ce secteur de la médecine, mais à approfondir davantage la faille qu'il y a entre ceux qui ont les moyens d'aller payer cette médecine, cette technologie de pointe, parce qu'on sait très bien quand on a, à chaque fois qu'on va ramener un PET scan, un gamma knife ou un nouvel instrument ou une nouvelle thérapie pour le cancer, une nouvelle molécule, ben, c'est coûteux, c'est très coûteux. Et le système de santé national et le secteur public et l'autorité qui s'occupe du financement, en grande partie du financement, parce que 25% du financement vient de l'État, 25% des organismes gestionnaires qui sont également des établissements publics, et 50% vient des poches des citoyens, malheureusement, encore 50%. Donc c'est toujours un défi, voilà, un défi et, par rapport à la question du financement. Et puis l'autre impression, c'est que cette ingénierie, ces nouvelles technologies peuvent constituer également une opportunité pour démocratiser certaines, je dirais, certains soins et l'offre en général. Je ferai allusion à tout ce qui est nouvelles technologies de l'information appliquées à la médecine. Donc, je dirais la télémédecine en l'occurrence, ou la mobile médecine, qui permet au maximum de rapprocher les prestataires de soins des citoyens, qui permet d'aller acheter des prestations de main partout dans le monde, de créer ce qu'on peut appeler de l'outsourcing en matière de présentation de prestations de soins. Et donc, ce sont sûrement ces nouvelles technologies qui vont aussi permettre un accès meilleur aux soins. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que au niveau de nos facultés de médecine, au niveau des différentes universités, on voit que les facultés de médecine, les facultés de sciences, les établissements de sciences de santé sont créés de plus en plus, produisent davantage par rapport aux autres établissements. Donc cela nous réjouit, et ce qu'il faudrait faire, c'est davantage travailler la main dans la main pour que cette recherche puisse répondre à des problématiques nationales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'en massifiant d'abord l'offre de recherche à travers les différents CHU que nous allons créer, mais en rapprochant davantage l'enseignement et la formation de la recherche médicale et biomédicale, nous pourrons très bien donc répondre à ces différentes questions. Voilà, donc nous serons très attentifs par rapport à la présentation qui est, je dirais,
comme introduction de cette session de votre académie. Et j'espère que nous pourrons par la suite renforcer notre coopération avec les chercheurs de l'académie et inscrire les questions de la santé globalement dans les préoccupations de votre académie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, avec l'intervention de Monsieur le ministre de la Santé, nous terminons cette cérémonie avec les allocutions d'ouverture. Et nous allons, comme d'habitude, inaugurer donc la session proprement dite avec la conférence inaugurale qui, cette année, sera donnée par le professeur Subra Suresh, qui est le président de l'université Nanyang à Singapour et qui portera sur le thème suivant « Étude des maladies humaines au carrefour de l'ingénierie, des sciences et de la médecine ». Professeur, welcome. Merci. Thank you very much, Mr. Chief of the Government, Ministers, Mr. Permanent Secretary of the Academy, distinguished academicians, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me to join here in a session of the Academy, annual meeting of the Academy, where the conference is devoted to the intersection of engineering, sciences, and medicine. So I'm an engineer by training, so that's the disclosure. But I went into science some 25 years ago, and about 15 years ago, went into medical research, biomedical research that intersects engineering and science. So what I would like to present in the next half an hour is work that's right at the intersection of engineering, sciences, and medicine. As was mentioned by the permanent Secretary General of the Academy, engineering and medicine and science have intersected for many, many centuries. X-rays from physics for medical purposes, implant devices, the fluid mechanics of blood flow in our blood vessels, which is engineering, has long been known. But what I'm going to talk about is the latest in technology that happened just in the last 20 years. So let me set the scene for the developments. So in the late 1990s, early 2000, at the turn of this century, advances in computer science led to major revolution in genomics and genetics. So today, personalized medicine and personalized genomics will not be possible without computer science and computing. Similarly, in the year 2000, the US, which is where I spent most of my career, launched the National Nanotechnology Initiative at Caltech. President Clinton launched the National Nanotechnology Initiative. That created a whole range of opportunities at the intersection of nanotechnology, engineering, and medicine. Also, in the last 10 to 15 years, with mobile devices, computing and computers, and machine learning, we have a lot of new research that has come about. So what I would like to talk about is the intersection of physics, chemistry, and biology, intersection of engineering, mechanical engineering, materials engineering, imaging, etc., with human diseases. So that's essentially the focus of my work. So before I start, what I'm presenting today is the work of many students, many postdoctoral fellows,
many medical doctors and many engineers that I've had the good fortune to collaborate with in the US, primarily at MIT, Massachusetts Institute of Technology, and in the Boston area, in Washington, D.C., in France, at Institut Pasteur and École Polytechnique, in Singapore, at the Nanyang Technological University. So I've benefited from support and collaboration in these institutions. So what is the objective of this work? So I'm going to take the approach of a scientist or an engineer looking at a medical problem and ask the question, because today we have the technology that can look at individual cells, biological cells, and molecules. So rather than looking at organ or tissue, I'm going to focus on cell and molecule using the latest in experimental techniques and tools, and add that to computing power, computational biology, computational simulations. So we ask a simple question. If you have a biological cell in the human body, what are the properties of the cell when the body is in a healthy state, and how do the properties of the cell and the molecules inside the cell systematically change as the body goes from a completely healthy state to a disease state? Or the inverse of that is, if we have a disease, for example, if it is malaria, it's an infectious disease. If it is sickle cell anemia, it's a hereditary disease. Or if it's a cancer, it could be hereditary, it could be environmental, it could be something else that's unknown origin. So no matter what the disease is, how does it affect the properties? So as a physicist or an engineer would look at this problem in a quantitative way. So that's the goal of this work. The objective would be to develop mechanistic understanding, diagnostics, and therapeutics. So we involve computer simulations, in vitro, in vivo, and ex vivo experiments, computer simulations. So I'm going to focus on 3 diseases, major disease classes. First, different types of human cancers. I'm going to show just one example of this. The second is a disease that affects Africa in a big way, sickle cell anemia, which is a hereditary disease, and I will say a little bit more about this later. And also a disease that affects many parts of Africa, malaria, which is an infectious disease. So I'll take 3 very different classes of human diseases and show the connection between cell properties using engineering and science and the onset and progression of the disease. So the first question is, at the cell level, why engineering? Why is it important? So here is a very good example of the red blood cell in the human body. So the red blood cell has a diameter of about 8 micrometers. So just to put that in perspective, the thickness of the human hair is about 100 micrometers, 80 micrometers. So a red blood cell diameter is 1/10 of the thickness of the human hair. And it has a thickness of about 2 micrometers. It has no nucleus, and inside that you have hemoglobin. So every second, our bone marrow produces hundreds of thousands of red blood cells. 42% of the volume of blood in our body is red blood cell. That's why the color of blood is red. And it's very similar from a mouse to an elephant to a human being and to birds. It's very similar. So the red blood cell lives in our human body for 120 days. During the course of the 120 days, it has to go through small blood vessels to deliver oxygen
and to take carbon dioxide back to the lungs. That means it has to go through small tubes in the brain to deliver oxygen to the brain. So the 8 micrometer diameter red blood cell has to squeeze through a tube, a blood vessel in the brain, which is as small as 2 to 3 micrometers. So you have a flexible tube. That means the cell has to stretch and it has to go back. So it needs elasticity. So it needs viscoelasticity. So it needs properties. When it loses its properties, you get a disease. Or when you get a disease, the cell loses its property. So by measuring the property, you can diagnose disease in many different ways. So this is one connection between engineering and human disease in a systematic way. Only in the last 20 years, this field has grown quite a bit because the tools we need to measure them are so precise at the nanoscale. In some cases, picoscale, which is much, much smaller than nano. So this is the reason why this work is relatively new in the last 10, 15 years. So I'm going to show the first example. How do we diagnose cancer using a technique that will have, at the cell level, with a whole blood? For example, can you take a blood sample, just a few drops of blood, put it into a small device, and the device is only about the size of your thumbnail, your nail in your finger. And if you put a few drops of blood, can you detect if somebody has cancer or not? And also, can you separate a cancer cell from a healthy cell? So this is what a whole new field called liquid biopsy. So can you take a little piece of a drop of fluid, body fluid, it could be saliva, it could be blood, you put it in a little device, and can you tell is it healthy or not? If it is a cancer cell, can you separate the cancer cell from the healthy cell? So this is a challenge, but today we have the techniques to do this. We decided to use sound waves because we know that for pregnant women, ultrasound is very safe for the baby and the mother. So we wanted to use sound waves so they are also safe on the human body. So what I'm going to demonstrate is how to use sound in a small device with whole blood so you can separate cancer cells from healthy cells. You can also go down in nanoscale. So if you take a body fluid sample, there are small particles in the blood, there are small particles in the saliva, in placenta in pregnant women, which contain information about health and disease. Can we separate these nanoparticles from body fluids using sound so that we can study them further, diagnose diseases, perhaps treat diseases? So that's the technique. So I'm going to demonstrate that. And this is work done in collaboration with a medical group, Dr. Yoel Sadowski, who leads a group for women's health research, and collaborators from Duke University and MIT. So currently, there are four major classes of techniques that are available to separate cancer cells from healthy cells. One is to spin it at very high speed, that's called centrifugation, or you can use a technique called fluorescence activation, or you can attach magnetic beads, or you can use just mechanical filtration. But the problem with all of these techniques is that the way you use the technique will affect the properties of the cell, so that if you want to do later analysis, it won't be very useful. So we decided to use a technique using sound waves. It's a very simple technique, so let me demonstrate with the screen here. Hopefully you can see this. Use the cursor. So here you have a little device, and this is a small coin. It's 10 cents US, a dime. So that's a very small device. And you have two transducers that you put on around the microfluidic device. Just like in our cell phone, we have these transducers called IDTs.
Now you send particles through the device. So when there are particles flowing through the device, you send sound waves. If you have two particles, one is a large particle and one is a small particle, the large particle will have a pressure on it. So it will separate the large particle from the small particle. If you have two particles of the same size, but one is very stiff, different properties, the two different properties will be separated by the sound wave. So this happens, and we can do this routinely with a resolution of 99%. So we thought if you can do this, you can take a cancer cell, you can take a healthy cell, mix it, you send it through here, you can separate the cancer cell from the healthy cell. So I'm going to demonstrate that for cancer cells called HeLa cell or cervical cancer cell. We've also done this for breast cancer cells. So the next slide shows what happens. So in the top, you have cancer cells going this way and healthy cells going this way. So you can separate them quite easily with different techniques using the sound wave. Based on this work, we also did clinical work with women who've been diagnosed with breast cancer. You take blood samples from them, and then you try it out on this technique. You can isolate from peripheral blood the cancer cell, which may be a circulating tumor cell, from a healthy cell. And so this technique has been demonstrated. You can not only separate cells, you can also separate small particles called exosomes, and exosomes contain information about health or disease. So here I have a video and an audio that demonstrates how this is done. Diluted blood. Transducers. When sound waves produced by these transducers encounter one another, they generate a series of pressure nodes. Each time a cell or particle flowing through the channel encounters a node, the pressure guides the cell particle in a particular direction to isolate it and ultimately remove it. In the first unit of their device, there is a lower driving frequency, which isolates larger particles such as red and white blood cells and platelets. The second unit has a much higher driving frequency, and therefore is able to separate the smaller nanoparticles and isolate the exosomes from the remaining blood. The new method takes less than 25 minutes to process as compared to hours or even days using a centrifuge. The device is also portable, economical, and offers the potential to preserve the characteristics and functions of isolated exosomes. The researchers... So that's my first example. I'm now going to go to the second example. I'll go to the second example of a genetic disease, which is sickle cell anemia. So sickle cell anemia affects people of African origin, and it's a genetic defect, and the defect happens because of one genetic change where the sixth position of the amino acid, you have valine substitutes glutamic acid. In severe cases of sickle cell disease, you have the vaso-occlusive crisis, which causes pain. Here is an example of a child with the sickle cell pain crisis. In severe cases, you get anemia, and the complications include pain, stroke, organ damage, and of course, swelling in hands and feet, and here is an example of this. So what I would like to demonstrate is how a microfluidic device can, outside the body, can create sickling. So in this example, we get blood samples from sickle cell patients. We put it in the device. We control the oxygen partial pressure, same as in the human body. Then slowly, the sickle cell disease happens because in the deoxygenated state with low oxygen pressure, when blood goes back to the lungs,
that's when there is sickling. So we want to see if we can make the blood sickle outside the body in a device by controlling the oxygen pressure. So this video, what you're going to see is first blood from a sickle cell patient under normoxia, normal oxygen pressure. Then slowly we will reduce the oxygen pressure and the blood will start to sickle. Then we reintroduce the oxygen, it will unsickle. We quantitatively measure the time to sickle, the time to unsickle, and then connect that to pain crisis and connect that to molecular effects. So that's this movie. So let's see this movie. So first normoxia, then we reduce the oxygen partial pressure, and you see sickling here, here, here. So a lot of these healthy blood cells sickle. Now we reintroduce oxygen, and then very quickly you will see that it goes back. The time to unsickle is 1/10 of the time to sickle, and that has important implications for pain crisis. Now what can we do with this? The only FDA-approved drug for sickle cell anemia today is hydroxyurea. Now what drug cocktails you give, what new drugs you give, before you try it on the patient's body, you can try it on the patient's blood outside the body. So this becomes a diagnostic tool, but outside the body, so you can do experiments outside the body without affecting the patient. You also know that malaria and sickle cell anemia are related. So somebody with a sickle cell trait or sickle cell disease has a slight resistance to malaria, so you can look at the connection between malaria and sickle cell anemia using this kind of a device. So now what is the connection between sickling and pain? So the next video shows this. So what you're going to see is from here to here, you'll have blood flowing through under normal oxygen condition. Then we reduce the oxygen, it'll sickle, but it'll get stuck. It won't be able to go through to mimic what happens in the human body. So let's see this video. So this is normoxia, normal oxygen partial pressure. As blood flows through, it's able to squeeze through small openings. Then we reduce the oxygen partial pressure. So when you reduce the oxygen pressure, you can see now the cell gets stuck more and more. And you will soon see here so this is in vitro demonstration of sickle cell vaso-occlusive pain crisis. Now if you reintroduce oxygen, you will see what happens now. So they move, it unsickles and moves very quickly. So these things you can demonstrate outside the human body in a tiny device and as a therapeutic or a diagnostic tool. So now we go from a cell to an organ. So in severe cases of sickle cell disease or in malaria, in some other diseases, one of the organs, which is not a vital organ, but which is affected, is this human spleen. The spleen is right next to the pancreas. Now, sometimes when somebody has a benign pancreatic cyst, in order for the surgeon to get into the pancreas, occasionally they have to take the spleen out. But it's a perfectly normal spleen. So my collaborators in Paris at Institut Pasteur, they do experiments, ex vivo experiments on the human spleen, but outside the body. So now you can send, because it's outside the body, but a perfectly well-functioning normal spleen, an isolated, perfused human spleen, you can now do experiments on malaria, sickle cell disease, and other diseases. So this is the work in collaboration with Institut Pasteur in Paris with Dr. Pierre Buffet. It also involves Dr. Greg Cato in Pittsburgh. So here is the experiment. So this is the human spleen, a normal human spleen. And
And here you have, in your bottom left, an isolated perfused experiment. So you can send malaria parasites through the human spleen. The people in Paris have also built a synthetic spleen. So we can do full computer simulations of how the spleen works. So here, for example, it shows how in a synthetic spleen, you can send a red blood cell will squeeze through. And the spleen has the smallest mechanical opening in the human body called the interendothelial slit. And here is a computer simulation of how the red blood cell squeezes through the interendothelial slit. So this involves full computer simulation of every molecule in the red blood cell. So this is an example of using computational biology with experiment, with real human spleen, with clinical studies, and also using engineering and sciences. Now, what does it mean? So what can we do with this information? So we created a new computer, a computer model based on a technique that has been around for about 20 years called dissipative particle dynamics. So this is the slit in the human spleen. So this split, this is 4 micrometers by 1.2 micrometers here. This is a healthy human red blood cell. So when the cell goes through the slit, depending on the genetic defect in hereditary blood disorders, it has different responses. So you can directly connect experiments on red blood cells with computer simulations with 4 different genetic diseases, 3 different genetic diseases: sickle cell disease, spherocytosis. So if you are a sickle cell disease, primarily affects people of African origin. Spherocytosis primarily affects people of Scandinavian origin. Roughly 1 in 5,000 people has a red blood cell, which is not disc shaped, but it's spherical shape. A sphere cannot squeeze through a small tube like a disc can. So this can lead to severe issues with the functioning of the spleen. Sometimes people of Asian origin have a disease called elliptocytosis or Asian ovalocytosis, where you get lysis of the cell. So what you're going to see is how a cell goes through the spleen opening using computer simulation, a full 3-dimensional computer model here. So first let me show you a healthy cell. A healthy red blood cell, I've shown only half. That's how it squeezes through. If somebody has a sickle cell disease in a severe deoxygenated case, it won't be able to go through. It'll just get stuck. If somebody has spherocytosis, it'll go through the spleen and cause what is called vesiculation. So these are little vesicles that form. If somebody has Asian ovalocytosis or elliptocytosis, when the red blood cell goes through the spleen, it will lead to stretching of the cell and lysis, stretching of the molecules. All of this has been seen clinically in patients. And now we can simulate them at the cell level using computers and experiments and nanotechnology and microfluidic devices. My last example is malaria. Of course, malaria is a topic of major interest, especially in Africa, Latin America, parts of Asia. Malaria happens, as you know, because of female Anopheles mosquitoes. When they are pregnant, they need protein. They feed on human blood. When the person being bitten has the gamete for malaria, it goes in the gut of the mosquito, gets processed. When the mosquito feeds again, it injects particles into the blood, and that goes to the liver. From the liver, it goes to the bloodstream. That begins the malaria cycle. It's a 48-hour, 2-day cycle in the human body. And there are 3 factors that are responsible for the most severe form of human malaria, called the Plasmodium falciparum malaria. Just when the cell goes into the bloodstream, the parasite goes into the bloodstream, it enters a red blood cell,
It seals inside the red blood cell. The cell becomes very stiff, it becomes very sticky, and a single parasite can multiply into many parasites. At the end of 48 hours, the cell ruptures, the parasites spill into the blood. The body tries to fight it. Our immune system tries to fight it by raising the temperature. That's why you get fever during malaria. So there is a clinical symptom associated with this, and this is because of cell properties, stiffness and adhesion. This is according to the parasitologists. So we try to measure the stiffness of the cell using a technique called optical tweezers from physics, laser physics. In fact, last year, the Nobel Prize in Physics was given to Ashkin, who created optical tweezers, this technique. So the way we do this is to take the technique from physics, take a red blood cell, healthy red blood cell. We put 2 glass beads, high refractive index beads, at diametrically opposite ends. We apply a force of 68 piconewton. Pico is 10 to the minus 12. It's 1,000 times smaller than nano. So it's a very tiny force. So when you apply a 68 piconewton, it stretches a cell like this. When you apply 150 piconewtons, it stretches the cell more. This is a healthy cell. Now you put a malaria parasite inside the cell. You do the same experiment, no force. At 68 piconewton, the healthy cell can stretch, but the malaria-infected cell cannot stretch. It's stiff because of the proteins transferred from the parasite to the cell. Even if you go to 150 piconewtons, the cell doesn't stretch. So this is one of the examples of what happens when malaria parasites go into blood cells. Now we can measure them. We can measure them very, very precisely using physics. Now, because the cell becomes very stiff, we can connect it to clinical symptoms. So you have sequestration because of high stiffness and high adhesion, cytoadherence. You have the parasite-invaded cells get stuck inside the blood vessels at endothelial walls. So in the severe case of the 2 severe forms of human malaria that cause death are from cerebral malaria in the brain, where oxygen cannot get through, or placental malaria in pregnant women. And in both cases, high stiffness and high adherence are known to be causes. So now we can precisely measure them. And in fact, there are some drugs given to stroke patients who have had cardiovascular disease. Similar drugs are also given to malaria patients. One of those drugs is called pentaxiphyline that makes the blood flow easier in malaria patients, in some malaria patients who have Plasmodium falciparum malaria. We can measure them precisely. So this kind of work has been done in the last 10 years in France, in the US, in Asia, and other parts of the world using techniques precisely from physics and biology. So let me finish with 2 videos. First, a healthy cell. How does a red blood cell go through a blood vessel in the human brain? It's very difficult to visualize at the single cell level because MRI will not, magnetic resonance imaging is still not, doesn't have the resolution to do it at the single cell level. So we create a synthetic device, a microfluidic device. It has no chemistry, but it has the right geometry and right mechanics. So what you're going to see here is in the center, you have a tube. The diameter of the tube is the same as approximately the diameter of a blood vessel in the brain. And you're going to see blood cells, healthy blood cells, going from your left to your right. So this is the work of one of my PhD students. So you can see here, when healthy cells go through, this is how they go through a small blood vessel in the brain. The diameter of the blood tube is 3 micrometers here. So this is a healthy cell. Now what happens when you have a malaria-infected cell?
So here is an example of a cocktail glass. So you have, based on the experiment that I showed you, we have one cell here which has a malaria parasite in the middle. You have another cell which has a malaria parasite there. Because of the malaria parasite, the cell becomes very stiff. That means it cannot squeeze through the tube, it's stuck. And this is possibly one of the origins of cerebral malaria, where blood cells get stuck, they cannot squeeze through the small blood vessels or microvasculature, so that the tissue, surrounding tissue, doesn't get oxygen. So we demonstrate that in this device. If you have 2 malaria parasite invaded red blood cells, let's see what happens. So you have 2 cells that are stuck, and you'll see so those 2 cannot squeeze through because they have parasite inside them. Now, if you have 10 of them, the entry to a blood vessel could be blocked. So this is a mechanism of sequestration that we can demonstrate using our lab technique. So based on all of this, I've given 3 examples using sound waves to isolate rare cancer cells in breast cancer patients and cervical cancer patients, looking at a hereditary blood disease like a sickle cell disease or spherocytosis or Asian ovalocytosis, where you have a precise genetic origin, and try to understand the connection between physics, mechanics, medicine, clinical symptoms, and using computations and experiments. And the last example is an infectious disease involving Plasmodium falciparum malaria. So with that, I want to conclude. So we now have an opportunity, because of computers, because of nanotechnology, at the cell and molecular level, we can look at human diseases by bringing different disciplines together in new and unique ways. We can do that through quantitative experiments. We can even use, in some cases, computational biology, and occasionally we can even use mathematics to describe this, computer simulations, and connections to clinical practice. In all of our work, we have medical doctors collaborating with us. The benefits are basic, fundamental scientific understanding, diagnosis, and novel therapeutics. Can we use different modifications? I have not presented here, but working with Institut Pasteur in Paris, in the 5e arrondissement, we've been able to take malaria parasites through their work, genetically clone them using genetics, and knock out one protein at a time. We can knock it out, we can knock it back in. And this gives us a unique tool. We can also look at drug efficacy assays outside the human body so we can understand them. So with that, I would like to finish my last slide by all my collaborators who worked on this. From the top 3 rows are from MIT in Boston, Duke University in North Carolina, Brown University in Rhode Island, and University of Pittsburgh Medical School, but also Université Pierre et Marie Curie, now Sorbonne University in Paris. In Singapore at NTU, also in Paris with a group from Institut Pasteur. And this work is truly international work. It's supported by NIH, National Research Foundation of Singapore, A*STAR, Agency for Science, Technology and Research in Singapore, the Nanyang Technological University, UPMC in Pittsburgh, and also various programs at MIT. Thank you very much. Thank you very much, Professor Suresh. Et donc, avec cette conférence inaugurale, on va clore notre séance inaugurale et on se donne rendez-vous donc pour la première séance qui, je vous le rappelle, est prévue, on commence nos travaux à partir de 9 h du matin.
Merci.